Est-ce que tu connais les différentes créatines? Eh oui, il n'y a pas que la créatine monohydrate, il y a la créalcaline, la nitrate, la décanate, la HCl. On fait le point. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de la créatine comme si c'était un seul complément alimentaire. Pourtant, il existe plusieurs formes de créatine différentes. Dans cette vidéo, on va s'attarder principalement bien sûr sur la monohydrate, qui est la plus connue, mais on va voir aussi, et désolé, je vais lire parce que je les connais pas toutes par cœur. C'est une honte. On a la créatine HCl, la créatine créalcaline, la créatine décanate, la créatine nitrate et la tricréatine malate. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, je vous invite à liker, partager, commenter, parce que vous le savez, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et si vous cherchez la meilleure créatine du marché, fabriquée en France et éco-responsable, Aquilab Nutrition, on est là pour vous. Allez, partie 1, et donc on démarre avec la base, la créatine monohydrate. C'est celle qui est la plus connue, c'est celle dont on parle le plus, c'est celle qu'on voit le plus à la vente. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la créatine historique et c'est aussi la plus étudiée par les études scientifiques. Donc c'est la créatine dont on sait qu'elle a le meilleur rapport qualité-prix. On sait qu'elle coûte pas très cher et qu'elle est efficace. Et pour toutes les autres formes de créatine, elles sont plus récentes, on a moins d'informations, moins d'études scientifiques, et en plus, il faudra bien garder à l'esprit qu'une partie de ces informations ou de ces études sont parfois menées tout simplement par les fabricants eux-mêmes. Donc ça peut être un petit peu biaisé, voire beaucoup. Au global, le but de toutes les autres formes de créatine est d'améliorer l'assimilation de la créatine monohydrate classique. C'est vrai que la créatine monohydrate classique, parfois, peut souffrir d'une assimilation qui n'est pas optimale. Mais si on en prend sur le long terme, en fait, ça n'aura aucun effet. Ça fera une différence que si vous en prenez sur des petites cures. Et pour avoir la meilleure créatine monohydrate, visez le label Créapure. Vous devez avoir ce logo là sur votre produit. Ce logo, ça veut dire en fait que votre créatine, elle a été produite à la base par un laboratoire allemand, qui est le seul au monde à fabriquer de la Créapure, et c'est tout simplement la créatine qui a le taux de pureté le plus élevé du monde. Donc la créatine Créapure n'est pas un type de créatine, c'est juste un label, une marque de créatine monohydrate. Allez, deuxième partie, la créatine HCl pour hydrochlorure. Et ce qui est rigolo avec cette créatine, c'est qu'en fait, elle a été fabriquée par erreur. En fait, les chercheurs, ils voulaient faire une créatine normale, ils ont fait une erreur de manipulation et ils se sont rendus compte que ça faisait une créatine différente. Et surtout qu'elle était mieux assimilée par l'organisme, selon eux bien sûr. Ça pourrait donc être une créatine intéressante pour l'assimilation, mais on manque de données fiables et suffisamment nombreuses pour pouvoir le garantir. Partie 3, la créatine créalcaline. Pour moi, je trouve que ça serait la meilleure remplaçante à la créatine monohydrate classique. Celle-là, on la retrouve le plus souvent sous forme de gélule, je crois que je l'ai jamais vue en poudre. Elle est aussi beaucoup plus chère, c'est une des formes de créatine les plus chères. Et en fait, c'est une créatine tamponnée. Ça veut dire qu'en fait, en plus de la créatine, il y a des agents qui vont stabiliser le pH du produit. Le but de conserver le pH de la créatine, c'est qu'elle transite mieux dans le système digestif et donc qu'elle arrive mieux vers les muscles. Encore une fois, on manque un petit peu d'informations. Moi, je l'ai testé plusieurs fois et à chaque fois, j'en ai été satisfait. Et c'est d'ailleurs une créatine, c'est la seule créatine d'ailleurs, qu'on peut prendre en pré-training parce que son assimilation est tellement rapide qu'on peut ressentir un effet directement pour la séance qui va suivre. Donc si vous avez des problèmes pour assimiler la créatine classique ou si vous ne ressentez pas les effets, pour moi, la deuxième plus utile après la monohydrate, ça va être la créalcaline. Et je l'ai dit, c'est malheureusement aussi une des plus chères, tout simplement parce qu'en fait, elle a été brevetée par un laboratoire et forcément, du coup, faut payer le brevet. Allez, quatrième type de créatine, la créatine décanate. Alors, c'est tout simplement de la créatine avec l'ajout d'un acide décanoïque. Tout comme par exemple la citrulline malate, qui est de la citrulline avec l'ajout d'un acide malique. C'est pas faux. Et si on veut rentrer un petit peu dans les détails, l'acide décanoïque, c'est du caprate de sodium et du polyéthylène glycol. Ouais, c'est vrai que ça fait rêver quand même. Mais encore une fois, on a à ce jour principalement des données en provenance du fabricant, donc à prendre avec des pincettes. Allez, cinquième forme, la créatine nitrate. Celle-là, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent dans les pré-workouts, les boosters de pré-training. Pourquoi? Tout simplement parce que vous l'avez compris, c'est de la créatine nitrate. Ça veut dire qu'on a pris de la créatine et on ajoute de l'oxyde nitrique, du NO. Et le NO, il est bien connu dans les pré-workouts parce que quand on prend du NO juste avant la séance d'entraînement, ça va augmenter le NO dans le corps et ça augmente la congestion. Et le but d'associer les deux, ça va être d'améliorer la congestion et de faire en sorte que cette congestion améliorée, qui va aussi provoquer un afflux sanguin vers les muscles, va amener davantage de créatine vers les muscles. Allez, sixième et dernière, la tricréatine malate. Et donc du coup, c'est une créatine monohydrate avec de l'acide malique. Le but, c'est que cet acide, il va servir de catalyseur pendant la réaction de l'ATP, adénosine triphosphate, qui est une source d'énergie très puissante pour le corps, auquel participe aussi la créatine. Et en servant de catalyseur, l'objectif, c'est qu'il rende cette synthèse de l'ATP plus efficace, et donc il renforce l'efficacité de la créatine pour produire de l'ATP, l'ATP étant de l'énergie. En théorie, ça devrait faire une créatine à peu près 30 à 40% plus efficace. Donc en fait, on pourrait tout simplement baisser la dose. Allez, septième et dernière partie, question qu'on voit quand même souvent, est-ce qu'il vaut mieux prendre de la créatine en gélule ou en poudre? Alors, j'ai les deux ici, poudre, gélule. Globalement, ça ne change absolument rien parce que normalement, vous avez exactement la même matière première en poudre et en gélule. Là, j'ai pris deux matières différentes, mais c'est tout simplement pour vous montrer. On peut avoir de la monohydrate classique en poudre ou en gélule, elle en gélule, et de la créapure classique
en poudre ou en gélule. Là, elle est en poudre. Et c'est pareil pour toutes les autres créatines. En général, la version gélule va être plutôt conseillée pour les débutants ou pour ceux qui veulent tester la créatine et donc qui ne veulent pas acheter beaucoup de créatine. Et la poudre, à l'inverse, ça va être pour ceux qui vont prendre de la créatine à plus long terme. Ensuite, on a une différence de budget. Quand on achète un pot, le pot, lui, comme ça tout seul, il coûte moins cher un pot de gélule qu'un pot de poudre. Par contre, le pot de poudre, lui, va durer beaucoup plus longtemps. C'est pour ça qu'en fait, si vous voulez prendre de la créatine, par exemple, juste un mois, la gélule, ça peut avoir du sens. Si vous voulez en prendre sur une plus longue période, franchement, vous ferez des économies avec la poudre. Allez, bonne créatine à tous!